Salut à tous, épisode 6 avec Astana, et ma foi, un fort joli programme, notamment pour Jakob Fuglsang, mais aussi pour un Alexei Lutsenko, ou même un Omar Fraile, qui sait. Mais sans plus attendre, il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire. Jacob, you still Jacob, at tu arrives en Liège favori or ici have à you won Liège, qu'est-ce que tu peux first nous at Liège? dire? I hope Non, so. non, favori, I hope favori, so. c'est à la Let's Philippe go, le let's favori. go. And Et plus you're a généralement, really strong comment tu team. vois la suite de Probably la the saison là? strongest on the paper. C'est coupure But après of course, Liège, c'est these ça? changes Dauphiné, can Tour de really France? be Qu'est-ce que tu more peux nous than. dire là par rapport à ça? No, we Non, have to en see. fait, But yes, je me it's pose true. encore des questions. Euh, We really have Si to je use gagne the team à Liège, as a strength. alors And dans ce cas-là, je fais me ce que tu alone, as dit. I won't be Par able contre, to win against everybody sinon, je vais else. sur le So Giro. it's the Parce qu'en team fait, j'ai we have discuté avec Alexandre et we have je to me sens use capable. J'ai envie d'enchaîner les and deux. that has Je veux to be faire our le strength. Giro et le I Tour. think Sauf si je te dis really strong on teams gagne à can Liège also aujourd'hui, make non, à ce moment-là, a hard je n'y vais race pas. and hard Mais race is what fits me on a quand the même best at the moment. beaucoup de chances Um, so de se we retrouver will sur le see Giro dans pas longtemps. how we can manage J'accompagnerai it. Miguel Angel Lopez. One of your advantages Et justement, par rapport because à you Lopez, t'as pas peur qu'il le vive is mal, quite bad for ta tomorrow présence, coming back to a race. etc. Yeah, of course it Non, tu doesn't sais, make on a it easy. une équipe qui est très très forte, une I équipe qui est assez I don't soudée. especially On n'a like pas de problème d'ego. cold and rainy Si je at vais sur le at Giro, 20 Miguel, degrees in the sun. bah en fait, Um, on courra ensemble et and puis on maybe verra it's bien even going to quel be des an deux est le mieux advantage for placé au some of the général. guys Pas if s'affoler it's en fait cold, avec tout which ça. is not really Moi, something I j'ai like. des But bonnes jambes. we will see J'ai envie de tomorrow. But courir. Voilà, it's on for sure verra going bien. to be a tough day, Mais and après, we have to leave on en everything out discutera. on the road. Alors en fait, il se murmure dans la coulisse que Fuglsang, bah, ça l'aurait un peu gavé de voir le comportement de l'équipe sur certains tours, comme par exemple en Catalogne, ou bien même sur Paris-Nice. Il a pas beaucoup aimé de voir qu'au final, bah, ça n'a pas gagné. Et Fuglsang, il en est à un stade de sa carrière où, là, dans notre partie, il veut gagner, 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 et il ne supporte pas les défaites. Donc, c'est pour ça que il le prend mal si jamais il gagne pas à Liège. Bon, après, c'est vrai que quand on sort d'une flèche wallonne aussi brillamment remportée, euh, honnêtement, il y a de quoi être ambitieux. Parce que l'accélération là comme ça qu'il met et qu'il laisse sur place tout le monde, y compris Alaphilippe, Van Der Poel notamment, elle est juste incroyable. Donc c'est vrai que le garçon a des jambes, ça c'est sûr. Hein. À la bord de Liège-Bastogne-Liège, Fuglsang, il a les cannes. Maintenant, on a aussi vu sur l'Amstel, dans l'épisode précédent, que Fuglsang était aussi capable éventuellement de permettre à un équipier, à un coéquipier plutôt, Lutsenko en l'occurrence, pour ne pas le nommer, bah, de s'imposer. Il y a cette difficulté finale sur l'Amstel dans laquelle Fuglsang a produit une accélération assez violente et derrière, bam, départ de Lutsenko par rapport auquel, au final, pas grand monde n'a réagi à temps. Je pense qu'ils l'ont laissé partir en se disant qu'ils allaient revenir, les Kwiatkowski, Alaphilippe, Wellens, Valverde et consorts. Puis en réalité, il y a personne qui va aller chercher notre ami Lutsenko. Lutsenko qui du coup, au passage, s'est adjugé un succès de prestige. Hein. Après, à travers la Flandre, qui était moins prestigieux, bah là, il va chercher une Amstel. C'est quand même pas dégueulasse, et Fuglsang quand même, il fallait se rappeler et rappeler à tout le monde que, ben oui, il est quand même allé chercher aussi un Tour du Pays Basque, juste avant. Tour du Pays Basque, donc, et Flèche Wallonne dans la foulée, avec une contribution à l'Amstel. Ça fleure bon, ça fleure bon. Et tout ça sans le moindre pic de forme, puisque, comme un petit coup de Trafalgar, je vous expliquerai comment ça s'est passé, il y a un retard encore de pic de forme par rapport à ce qu'on avait prévu. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'ami Fuglsang parle d'éventuellement aller sur le Giro, peut-être pour rentabiliser ce pic de forme. Donc, allez, c'est parti. On se polarise sur Liège. Alors, je vous ai dit que j'allais expliquer ce léger retard de pic de forme. En fait,
Ça remonte à longtemps. Il y a probablement 9-10 mois, j'avais subi un petit bug du jeu en fait. C'était avec la partie Lotto Soudal et c'était la personne de Tige Benot que le problème l'avait un peu impacté quand même, faut le dire. En fait, il avait eu une petite blessure entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Il était alors sous pic de forme. Hein. Et cette petite blessure, qui était pas légère, hein, mais qui passait en quelques jours. C'était ça quand même, qui était, je crois que c'était un virus léger ou quelque chose comme ça. Ça l'avait fait passer de 100% de forme à 92%. Et le problème, c'est que quand la veille de Paris-Roubaix, à l'époque, on avait le virus qui avait disparu, eh bien le coureur était quand même resté à 92% de forme. Ce qui avait eu un vrai impact sur ce qui avait suivi. Et à ce moment-là, je l'avais identifié, j'en avais pas trop parlé parce que je comprenais pas trop, j'avais peut-être manque de recul sur le truc. Et là, en fait, c'est ce qu'a subi Fuglsang 2 fois. On sait que son pic a été retardé parce qu'il y a eu au moins une des 2 fois maladie, laquelle a baissé le niveau de forme. C'est-à-dire le niveau de forme, ce sont les courbes, la courbe verte là, hein, qu'on voit parfois, que je vous montre à des moments. Cette courbe a été baissée, bien que le mec soit en apparence à 97% par exemple. Mais en fait, il s'est retrouvé à 94. Il a passé pas mal de temps à 94%. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec ces 94%, les jours d'entraînement valent 1,2 points et non pas 1,5 points. Et donc vous avez comme ça un certain nombre de jours, mais assez élevé, hein, plus d'une dizaine je dirais, qui ont vu un malus de 0,3 quelque part. Et donc c'est comme ça qu'on peut facilement comprendre que Fuglsang, à pas grand chose près, ne soit pas sous pic de forme, je crois que c'est un jour près, hein, pour être franc, ne soit pas sous pic à Liège, malgré toutes les tentatives qu'on a pu faire, notamment je vous en avais parlé à l'épisode précédent, de lui rajouter un jour de course, etc. Bah oui, au dernier moment, ça a cafouillé, alors qu'une semaine avant, les calculs étaient corrects, ce qui est voilà, un peu regrettable, mais il faut s'en accommoder. On a une jolie échappée sur ce Liège-Bastogne-Liège, puisque Tim Wellens, Kwiatkowski et Alaphilippe attaquent la Roche au Faucon en tête. Ils ont creusé et ça remonte loin en arrière. Hein. Ils ont creusé dans la redoute. Hein. Ils sont partis dans la redoute, ils ont continué à maintenir cet écart-là. Et ils se retrouvent donc dans la Roche au Faucon. Donc on voit Wellens qui est en train de lâcher. Donc il n'y a plus que Alaphilippe et Kwiatkowski qui vont s'expliquer devant, puisque Wellens, regardez, est en difficulté. On a du mal à reprendre cette échappée, pour être franc. Après, c'est un peu légitime, parce que c'est le coup parfait pour eux. C'est d'ailleurs le coup encore plus parfait quand vous verrez, je vais vous débriefer tout ça juste après, à quel point le coup est parfait pour l'un des deux. Parce qu'on a beau avoir roulé tout ce qu'on a pu avec du bon Fuglsang, avec du bon Lutsenko, vous allez voir que il a encore un rôle à jouer, on n'a pas perdu à ce stade-là. Hein. On n'a pas perdu parce qu'on peut encore rentrer. Par contre, derrière, ils sont enterrés. Hein. Il n'y a plus à espérer quoi que ce soit pour les hommes de l'arrière. Par contre, là, voilà. On a Alaphilippe en ligne de mire. Kwiatkowski s'est fait la malle et a lâché son compagnon d'échappée après avoir lâché Wellens également. On l'avait vu précédemment. Et on a repris Alaphilippe. À ce moment-là, je me dis, écoute, il faut rouler à bloc parce que Kwiatkowski, il est seul devant. Il peut aussi, à un moment donné, il peut caler. Qui sait, on n'est pas dans la réalité là. Hein. C'est sûr que quand vous êtes à moins de 5 km de l'arrivée à Liège, que vous avez 20 ou 30 secondes d'avance, IRL, il n'y a personne qui cale, hein, à part une chute. Il n'y a personne qui va caler. Mais par contre, dans le jeu, on sait que ça peut arriver. Et vous pouvez éventuellement revenir en boulet de canon et régler tout ça sur la ligne. Ben, c'est un peu mon espoir. C'est un peu mon espoir. Regardez, Kwiatkowski n'est pas loin. On va essayer d'aller à bloc avec Lutsenko, même s'il lui reste plus rien. Et puis je vais lancer un sprint avec Fuglsang, puisque Alaphilippe ne bouge pas. Il va falloir, tant pis, essayer d'y aller avec Fuglsang, ça va peut-être passer. Oh là 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 là, c'est pas passé si loin que ça au final. Et au final, l'échappée à presque 40 km de l'arrivée. Hein.
échappée victorieuse de l'IA. Hein. Donc magnifique coup. Moi, ça me fait plaisir. Pourquoi? Je veux dire parce que ici et là, en parlant avec certains d'entre vous, on entend des fois, ouais, l'IA elle court trop mal, machin, même en extrême. Ben, elle court peut-être mal. Je suis complètement d'accord. Hein. Manque d'intelligence globale par rapport à pas mal de décisions. Et notamment le fait que souvent un Kwiatkowski ou un Alaphilippe, voire les deux, s'épuisent dans des attaques un petit peu trop lointaines alors qu'ils ont la certitude de l'emporter s'ils attendent le bon moment. C'est presque aussi valable pour Mathieu Van Der Poel. Hein. On a 4 clients avec un grand C. Alors là, c'est content de regarder Kwiatkowski qui a quand même fait dans la Redoute une super jump pour reprendre les 2 attaquants. Et de ce fait, bah, le coup là il est parti. Et à ce moment-là, vous voyez, je me dis, ah, ça va, il y a Costa pour la team UAE qui roule. Il faut laisser un peu bosser. Parce qu'on est toujours dans cette habitude en fait que l'IA elle attaque un peu, on va dire, pour rien. Et donc, on sait bien après que il y a 9 chances sur 10 pour que si vous laissez un peu travailler les autres, ben, ça permet de s'économiser. Regardez, il y en a encore d'autres là qui sont prêts à donner pour permettre de rentrer sur l'avant. Donc, même à ce stade-là, moi je me dis, bah, ça va, ça peut encore y aller. Et ce qui va être probablement, là on est en tout début de Roche au Faucon, hein, première partie, c'est Wellens en fait, qui va faire un boulot, mais monstre. Non, pardon, on est dans l'approche, excusez-moi. On est dans l'approche de la Roche au Faucon. Wellens fait encore une fois un boulot fabuleux. Et en fait, ce Liège-Bastogne-Liège, j'ai vraiment l'impression que Kwiatkowski, il peut le dédier quasi exclusivement à Tim Wellens. Hein. Parce que Wellens aura fait un boulot monstrueux et à l'arrivée, il est même pas top 5. Et derrière, Kwiatkowski, il aura fait tranquillou, hein, il aura pris 2 relais en tout. Voilà. Là, il en prend un. Hein, j'ai re-regardé le truc. Alors, là, il prend un joli relais, hein, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas en pente, hein, on est sur du plat descendant, donc c'est pas non plus le relais de l'année. Regardez derrière, Wellens, il a récupéré de l'énergie. Et allez, il reprend la tête, ce qui est une stupidité sans nom, puisque il faudrait laisser travailler à ce stade-là Alaphilippe et ou Kwiatkowski. Mais après, peut-être que si vous laissez travailler, on est repris. Hein. Et oui, mais à ce moment-là, autant que ça revienne derrière. Moi, je suis Wellens, jamais de la vie, je me consomme pour faire quoi? Pour ensuite le voir partir Alaphilippe et Kwiatkowski. C'est une hérésie totale. Donc, Lotto Soudal, par l'intermédiaire de Tim Wellens, aura vraiment couru comme dans la période des classiques, c'est-à-dire à l'envers, hein, en 2019. Pourtant, vous savez que c'est une équipe que j'apprécie plutôt, hein, et Tim Wellens en particulier, mais ça a très mal couru. Et au contraire, le masterclass de Kwiatkowski sur comment s'échapper intelligemment en profitant de 2 types Alaphilippe et Wellens qui vont rouler beaucoup, et Kwiatkowski il va juste en retirer les fruits peinard. Donc c'est énorme les enseignements, et je trouve que c'est un super joli Liège-Bastogne-Liège. C'est pour ça que je passe du temps à le débriefer, déjà parce que c'est un monument, mais au-delà de ça, je trouve que par exemple c'est pas déshonorant pour nous d'avoir fait 2 et 4. C'est pas déshonorant parce que honnêtement c'était un coup qui marche rarement, bien provoqué par l'IA, avec comme ça la complicité d'un Wellens. Je pense qu'ici, il n'y a que Kwiatkowski et Alaphilippe, on les reprend. Mais c'est le travail en amont de Wellens qui aura été déterminant, donc chapeau bas. Alors, il a dit que s'il gagnait pas à Liège, il allait sur le Giro. Ben voilà, démonstration, parole tenue. Hein. Et puis, comme on n'est pas avare de nos efforts et que Fuglsang, c'est un peu volontaire de ma part à la base, il a une réserve de jours de course disponible parce que il a beau avoir un objectif sur le Tour de France, ça peut être une bonne chose que de le faire courir davantage, sinon il va être même un peu frustré. Bah, je remodèle un peu l'équipe et on va même aller aligner un Jakob Fuglsang sur Romandie. Du coup, on abandonne l'idée du Dauphiné avec Fuglsang, hein, puisque le triplé n'aura jamais lieu désormais. Donc ça va plutôt être Giro, Tour de France,
avec du repos entre les deux. Une courbe qui, il faut pas trop s'inquiéter de ce qu'on voit en bas, va continuer à s'adapter. Je vous en reparle un peu plus loin. Kwiatkowski qui est en tête après le printemps des classiques. Il est en tête du classement UCI, c'est cool. Fuglsang, deuxième, ça va. Et vous voyez par exemple, voilà, la courbe de fatigue qui était un peu alarmante hein, la veille. Dès le lendemain, tout va pour le mieux. Et c'est le 1er mai. C'est le 1er mai, c'est donc le moment de découvrir qui sont les élus pour remplacer une certaine partie de notre équipe. Une grosse partie, hein, pour être franc, c'est-à-dire l'ossature des lieutenants, hein, en quelque sorte. Donc, Fuglsang déjà, il faut s'en occuper, tout comme il faudra s'occuper d'un Magnus Cort Nielsen qui doit aussi re-signer. Ça va pas être gratuit les deux là, hein, parce qu'ils ont bien gagné. Hein. Je pense que pour Cort Nielsen, notamment à Milan-San Remo, hein, il va falloir aligner les ronds. Hein. Ça va être cher tout ça. Par contre, en point de dossier, c'est pas cher. C'est pas cher du tout. Et puis, je vais comme ça aller regarder du côté du Danemark. Je vous en avais déjà parlé. Du côté d'un Krag Andersen. Je vais également approcher Mads Pedersen, qui peut nous aider pas mal sur classique pavé. Je vais m'occuper d'aller chercher le spécialiste, notamment contre la montre, qui est Mikkel Bjerg, jeune danois. On a un grimpeur intéressant qui peut être un lieutenant par moment, c'est Niklas Egg. On sait qu'on va donc re-signer Fuglsang, Cort Nielsen a priori. On a un Gregard qui fait 7 danois en tout. On a également du côté de la Colombie, j'ai voulu entourer Miguel Angel Lopez pour qu'il ait le moral et pour pas qu'il soit, je dirais, qu'il se sente un peu abandonné par la colonie espagnole qui devrait nous quitter et qui se retrouve un peu trop seul. Du coup, j'ai fait une approche pour Esteban Chavez, tenter une relance de la carrière de Esteban Chavez du côté d'Astana. Et on va également s'intéresser plus tard à Ivan Sosa et Alejandro Osorio. Ivan Sosa, ça voudra dire qu'on l'aurait dans les deux parties, donc non, bien évidemment. On le libérera avec l'équipe Corendon Circus. On le libérera de ses 2 dernières années de contrat. Et en revanche, ce qu'on fera, c'est qu'on le prendra ici chez Astana, comme ça, je l'ai pris et on l'aura et on le verra évoluer en soutien de Miguel Angel Lopez. Et du côté de l'Italie, alors que je vous ai montré, là on arrive en Romandie, je suis allé pour une fois sur Eschborn, Francfort, alors qu'on voit que Jan Hirt se met à son tour à avoir des soucis de santé, graves soucis là, qui l'avait fait tomber à 88%, ou peut-être même un peu moins. Donc prologue de Romandie hein, sous vos yeux, Romandie où nous avons aligné, je vous l'avais annoncé tout à l'heure, 2 mecs qui n'étaient pas prévus là-dessus, c'est Fraile et Fuglsang. Ouais, je modifie hein, en cours d'année. Quand il y a des besoins qui se font ressentir, je modifie. Quand il y a aussi comme ça un pic de forme à rentabiliser pour Jakob Fuglsang, il ne s'agit pas de le laisser glandouiller alors qu'il y a moyen d'aller chercher des points, d'aller chercher des victoires, etc. Donc, je complète mon propos d'avant. Au niveau des Kazakhs, on a Lutsenko, on va re-signer Guidish, Grosdef et Zaitz. On va probablement conserver Fominik, faudra voir, ce sera un 29e coureur probablement. Et il y a 3 jeunes, et Natarov aussi, et il y a 3 jeunes auxquels je m'intéresse qui sont dans l'équipe U23, donc c'est forcément des régènes a priori. C'est Bugalo, Karpenko et Faiziev, je vous en parlerai probablement dans un autre épisode. Ils ont l'air de présenter des signes de progression possible qui peut donner envie de les essayer. On est en Romandie avec très peu de sprinters et on est sur une étape 2 qui se passe totalement différemment de ce qu'on avait pu voir dans la partie avec Corendon Circus. C'est donc assez intéressant parce que à ce stade-là de l'étape 2, dans la partie avec Corendon, le peloton était pas du tout autant réduit. En fait, là, on est très très réduit et du coup, je durcis. Il y a plus loin une petite bonif à aller choper là. Il y a 6 secondes pour celui qui passe en tête. Et
je soupçonne l'IA de ne pas nécessairement aller chercher ces trucs-là, parce qu'il n'y a pas de mec qui fait vraiment la course au maillot vert, et l'IA du coup n'a pas réellement conscience qu'il y a une bonif, on la prend, et derrière, bah écoutez, ça continue hein, à lâcher. Bon, faut dire qu'Issa Aguirre et Lopez ont vachement travaillé, c'était Gorka, hein. Et puis là, c'est le moment pour Fuglsang et Fraile d'essayer de rentabiliser tout ce travail. On va rabattre évidemment Issa Aguirre dans la roue du poursuivant, qui est Kelderman, histoire de créer une petite cassure que l'IA devra reboucher en se consommant ainsi, alors que devant ils peuvent se relayer, voilà. Et donc, c'est ce qui va se passer. Voilà, Bob Jungels, qui est l'initiateur du rapprochement voilà, de certains, mais vous voyez que ça a lâché derrière. Donc, cette étape assez difficile se termine en petit comité, et là, je me dis que j'ai quand même le nombre en ma faveur. Je vais donc lancer par Fraile, et essayer de conclure avec Fuglsang, parce que sur une étape normale et non bonifiée, à la limite, j'aurais fait l'inverse. J'aurais placé Fraile à l'aide de Fuglsang, mais là il faut gagner des secondes à tout prix par rapport aux petites secondes perdues au moment du prologue initial, et c'est ainsi que Fuglsang va attraper le maillot de leader du général, donc très très bien. Avant l'étape 3, on a déjà le maillot de leader, c'est ce qu'on voulait. Alors l'étape 3 qui n'est par contre elle pas réellement sélective, c'est une étape qualifiée, classifiée de plaine, et donc il n'y a pas vraiment de sprinter de renom hein, sur ce Tour de Romandie. L'IA a dû estimer que les étapes étaient trop difficiles pour les sprinters. Si on peut choper une bonif, on va pas se gêner, mais au-delà de ça, moi, celui que je vois quand j'ai pas de sprinter, celui avec qui j'ai envie de tenter la chance, c'est Omar Fraile, parce que c'est notre puncher qui va le plus vite, en fait. Hein, donc, on est loin de penser qu'on va gagner avec Fraile cette étape-là, mais on peut au moins essayer. Et donc, on va essayer de le placer. Voilà, je pense qu'il a été lancé peut-être un tout petit peu tôt. Et puis, il faut dire qu'il y a un sprinter ou deux là de renom. Hein. Walscheid, c'est un sprinter de métier, notamment. Edward Tuns, quand même, quelque part aussi. Et Moreno Offland, qui s'impose, est un sprinter. Hein, donc même si on l'avait utilisé chez Lotto Soudal pas mal en tant que poisson pilote, mais donc c'était il y a fort longtemps, dans le début de la partie, en gros, dans la première année, ou dans les deux premières. Donc Offland qui s'impose au sprint, pas grand chose à redire, si ce n'est que maintenant on est tourné vers l'étape 4, qui, elle, par contre, propose une explication dans le final qui peut aussi faire des traces. Voilà, donc on a notamment la De Koning Quickstep qui a beaucoup roulé dans tout un passage de cette étape. Et pour finir, étant donné que les échappés ne sont pas repris, c'est Bob Jungels qui s'est lancé tout seul à la poursuite. Il y a aussi Simon Yates qui a essayé là, mais surtout Bob Jungels, il est loin là. Hein. Il faut vraiment faire l'effort. C'est pour ça que je suis obligé de durcir. Là, il y a eu Yon Issa Aguirre qui a notamment fait un gros effort. On a aussi Omar Fraile maintenant qui va essayer de ramener Fuglsang sur Jungels, parce que Jungels est quand même très très proche au général, hein, c'est une vraie menace, surtout avec un contre-la-montre de 18 km à l'étape 6, donc Jungels c'est plutôt un bon rouleur, et au final c'est un échappé qui va s'imposer, c'est Tom Skynes, mais l'avantage c'est que Fuglsang il va aller prendre une deuxième place, parce qu'on l'avait mis sur orbite assez bien avec Fraile, et surtout il y a gain de temps. Il n'y a pas que la bonif, il y a gain de temps. Donc cette étape 4 en fait s'avère essentielle pour ce qui est du gain de temps. Ça va permettre à Fuglsang de créer vraiment un écart et de commencer à pouvoir envisager la victoire malgré, comme je vous le disais juste avant, ce contre-la-montre final qui n'est pas du tout à l'avantage de Fuglsang par rapport à Tom Dumoulin, par rapport à Geraint Thomas, notamment, ou un Bob Jungels, etc. Donc, à partir de là, la côte, je ne vais pas l'appeler ça un mur, ça n'est pas un, c'est pas non plus une ascension gigantesque, mais bon, ça arrive au sommet, voilà, dans l'étape 5, et c'est vrai que
Je me souviens avoir un poil souffert avec Mathieu Van Der Poel sur cette ascension-là. Après les courses, hein, vous pouvez les rejouer plein de fois, elles vont pas se ressembler non plus. Forcément, dans ce qui est le déroulé de l'étape, dans la manière dont l'IA va être amené à rouler ou moins rouler, appuyer au plus ou moins fort. Toujours est-il que Jakob Fuglsang va arriver plutôt pas trop mal placé, de sorte à ne surtout perdre aucun temps par rapport à ses rivaux du général, et donc aborder l'étape 6 assez sereinement avec une jolie avance. C'est donc un 18 km, c'est pas très loin d'être plat, même s'il y a un tout petit peu de pourcentage à certains endroits. On a Jon Izagirre qui est un relatif spécialiste dans l'équipe de ce type d'effort, donc il en termine avec un temps, ma foi, pas dégueulasse, même si Juan Denis qui tient la première place pour le moment. Et puis voilà, un petit peu plus tard, c'est Jakob Fuglsang qui s'élance avec un seul objectif en tête, ne pas concéder plus de 40 secondes à Geraint Thomas par exemple, voire même à Tom Dumoulin, ne pas lâcher trop. En fait, voilà. Donc c'est pas un défi intenable du tout, c'est faisable, hein, mais il faut juste avoir une forme de jour correcte, c'est le cas, et également mettre en place ce que j'ai testé avant avec les équipiers. C'est pour ça que des fois mes résultats avec les équipiers sont pas flambants, parce que je cherche à ajuster quel est l'effort nécessaire avec mes leaders qui vont passer en dernier, ou mon leader, ça dépend des cas. En l'occurrence ici, on a été à peu près tout le temps autour des 76, 78, 80 d'efforts. Voilà, j'ai consommé à la fin, là, quand j'ai vu que j'avais un petit résidu de barre, j'ai consommé pour essayer d'optimiser le truc. Fuglsang s'impose donc sur ce Tour de Romandie. Eh bien écoutez, c'est joli, il a un joli mois d'avril, Jakob Fuglsang, entre le Pays Basque, la Flèche wallonne, deuxième à Liège, et quand même victoire en Romandie. Je pense que la première partie de saison est réussie. Puis maintenant, évidemment, on va aller regarder le Giro, mais auparavant, petite transition. Donc on voit que les finances, j'aurais plus besoin de vous en parler, parce que l'histoire, elle est tranquille. Les perfs remarquables, encore une, c'est toujours bon pour la petite barre qu'on aperçoit en bas à gauche, c'est-à-dire la confiance du sponsor. Ok. Et on organise quand même un petit stage pour notamment Miguel Angel Lopez, pour être pas ridicule si possible sur l'étape 1 du Giro qui va arriver. Et évidemment, je ne peux pas faire participer Fuglsang à ce stage, parce que sinon ça tuerait complètement sa semaine de repos, dont il a extrêmement besoin à l'aube d'attaquer un enchaînement Giro Tour de France. Voilà, donc le petit bonus sera valable pour Bilbao, Izagirre les deux et Lopez. Il faut pas non plus trop s'inquiéter quand on voit les barres de fatigue juste après un effort important. On voit que Lopez, lui, il a fait aucun effort sur le Romandie, donc il n'est pas fatigué. Par contre, Jakob, il s'est donné du mal. Et de ce fait, il y a petite fatigue. Vous allez voir qu'il ne faut pas non plus s'affoler. Petite évolution en cours de période de 15 jours. Petite évolution, il faut payer un point de plus pour Fuglsang qui est très demandé. Et on voit aussi comment est-ce que la confiance s'installe vis-à-vis des différentes cibles qu'on a désignées. Et puis regardez, voilà, c'est pas un miracle, c'est juste normal. Avec la semaine de repos, Fuglsang, il est pile dans les clous pour attaquer ce Giro. Giro sur lequel je pense qu'on va appliquer la maxime wait and see avant de prendre la moindre décision sur le long terme sur qui sera le leader. La problématique, elle est simple. Lopez malgré tout, ou bien Fuglsang parce que Fuglsang est quand même plus fort, notamment sur les stats physiques, et qu'il est assez équivalent à Lopez au niveau de la note de montagne. Donc la question est vraiment là. Je vais en parler juste après. Là, donc, on est sur le prologue de ce Giro, prologue sur lequel Lopez n'a pas une forme du jour phénoménale, surtout en rapport avec le petit stage qu'on lui avait fait faire. On aurait été presque en droit d'attendre un plus 4 ou un plus 5. L'aléatoire, on aura décidé autrement. Ensuite, il y a Jon Izagirre qui a des notes tout à fait adaptées pour performer ce genre de profil.
Donc il n'a pas été mauvais du tout dans la foulée. Et pour terminer, pour notre équipe évidemment, c'est Fuglsang qui part en dernier. Allez, Fuglsang, je l'ai fait rouler donc assez soft au départ, c'était du 73 jusqu'au premier intermédiaire. Et par contre après c'est effort plus intense, comme vous pouvez le voir de toute façon sur la gauche, pour ce qui est de toute la partie avec un gros pourcentage. Et voilà, parce que je veux insister en fait là-dessus, c'est souvent là que l'IA peut éventuellement craquer. Tiens, il y a Bernal dans le rétro, attention, donc ça veut dire information capitale, Egon Bernal est là, et meilleur temps provisoire pour Fuglsang, détrôné juste dans la foulée par Bernal. Le monstre Bernal est donc bien là, Bernal avec son 85 en montagne, et qui se trouve même là à gagner un petit prologue tranquille. Donc on est dans le mutant, tant mieux. Et du coup, je regrette pas, si vous saviez, je ne regrette mais absolument pas d'avoir ajouté Fuglsang à mon effectif, parce que on va pouvoir jouer à un truc, c'est la menace multiple. C'est-à-dire que, évidemment, l'équipe Ineos, elle est très forte parfois quand elle emmène Bernal, Thomas, etc. Ouais, mais là, j'ai regardé les meilleurs soutiens de Bernal sur ce Giro vont être Sivakov ainsi que Sosa, ce qui fait du coureur assez jeune, ce qui nous donne d'ailleurs quelque chose qui était assez proche de ce que le team Ineos avait prévu à l'origine sur le Giro avant la blessure de Bernal IRL, hein, on s'en souvient. Et de ce fait, alors c'est intéressant d'avoir ça, parce qu'au final, en lieutenant, Sivakov et Sosa, ça nous fait pas très peur en vérité. On se doute qu'on va avoir les moyens de les faire lâcher, et toute la problématique, elle va être, outre le fait de se demander si c'est Lopez ou Fuglsang notre leader, voire Isagire, hein, ça peut se défendre, hein, Yon, hein, la problématique, alors que là on est en train d'opérer une cassure, là, c'est excellent. Cassure dans l'étape 2, là où on peut essayer d'arriver à peut-être mettre en danger des concurrents. Ouais, la problématique c'est à quel moment est-ce qu'on va oser attaquer Bernal et avec qui, en fait. Voilà. Donc ça c'est assez excitant parce que on a plusieurs armes et on va pouvoir comme ça s'amuser tant que les trois sont en lice pour le général, les trois donc Lopez, Fuglsang et Yonis Sagiré, tant que les trois sont en lice pour le général, on va pouvoir à un moment donné décider de faire attaquer l'un ou l'autre, etc. Et surtout le faire attaquer comme ça, mais après avoir isolé Bernal. Ça va être ça toute la problématique, et c'est là qu'un Peyo Bilbao, un Gorka Izagirre, voire même Jan Hirt, s'il retrouve un peu de forme un jour, parce que je suis assez dégoûté depuis le début de saison de la mauvaise forme et des mauvaises performances en tant qu'équipier de Jan Hirt. Si ces mecs-là sont au diapason, alors qu'on voit que c'est dommage pour Peyo Bilbao, il était pas mal placé au général, il nous offrait donc une alternative pour éventuellement embêter un peu les équipes adverses sur une étape ou l'autre, et en fait il chute, il va se prendre 3 minutes. Il va se prendre 3 minutes, donc déjà pour Peyo Bilbao, on oublie, mais c'est pas fondamental. Hein. De l'autre côté, l'avantage, c'est que si vous avez comme ça un coureur qui est très bon, mais qui est un peu distancé au général, on va pouvoir le faire partir, on va pouvoir peut-être l'intercaler dans des échappées, donc c'est pas forcément mauvais, ça aurait même pu être un calcul. Attendez, je soupçonne Bilbao d'être tombé volontairement. Je rigole, mais bon, allez, étape 4 sera la dernière qu'on verra dans cet épisode. On sait que la première semaine du Giro, hormis le contre-la-montre de l'étape 9, donc qui termine la première semaine avant un jour de repos, elle n'est pas excessivement passionnante, mais par contre, il y a moyen de se faire piéger. Et donc, moi, c'est ce que je veux éviter. Je veux éviter de tomber dans le moindre piège, et je veux par contre essayer de tendre quelques pièges à nos concurrents. Bernal, on l'a vu, est un petit peu seul par moment. Déjà, ça apparaît à certains moments.
Eh ben écoutez, on va appuyer sur ça. Et on a vu Gaviria là qui s'est imposé 2 fois, c'est très bien. De toute façon, les étapes de sprint, on n'est pas venu pour contester ces étapes-là. Est-ce que j'ai besoin d'un sprinter? Petite parenthèse, très rapidement. Est-ce que j'ai besoin d'un sprinter dans cette équipe-là? Non. Non. Absolument pas. J'ai besoin de coureurs à la limite qui vont être des compléments de mes grimpeurs. De mes grimpeurs très forts que peuvent être Fuglsang, Lopez. J'ai besoin de coureurs un peu plus puncher. C'est pour ça qu'il y a mon recrutement, mon pré-recrutement là qui était ce qu'il était tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'épisode. J'ai besoin de punchers qui vont être capables comme ça d'accompagner les grimpeurs et de les valoriser dans des étapes sur lesquelles ils pourraient éventuellement être moins performants, moins explosifs, évidemment, naturellement. On pense particulièrement à un Lopez, quand je dis ça, parce que Lopez, c'est très très bien au niveau de grimper. Par contre, c'est un peu juste. Dès lors qu'on est sur des étapes vallonnées, par exemple, il souffre. Il souffre énormément en fin d'étape. Donc, lui, il y a vraiment un boulot d'entraînement à faire pour essayer de lui booster ses stats. Vous avez vu qu'on a pris le maillot grâce à une bonification. On a pris le maillot par rapport à Fuglsang. Donc, excellente nouvelle, c'est très bien, mais ça s'arrête pas là. Et puis, c'est pas une fin en soi. La problématique est la suivante. Fuglsang ou Lopez? Moi j'ai pas mal d'arguments à donner en fonction de l'un ou de l'autre. On se garde un petit peu de suspense, je vous explique ça dès l'épisode suivant. Mais il y a déjà un plan qui est en tête, faut pas s'inquiéter. A plus, bye bye.